bruit brownien. Alors on a un bruit stationnaire qui est discret, centré et blanc. Alors blanc, ça signifie que les échantillons sont non corrélés entre eux ou indépendants. Alors ça dépend si on entend, si on veut parler de la blancheur au second ordre, donc dans ce cas-là c'est non corrélé, ou la blancheur forte, c'est-à-dire complètement indépendant. Alors je rappelle que l'indépendance implique la non-corrélation, mais c'est pas réciproque. Bon, ici, peu importe. Ils sont indépendants, on va supposer. Euh, le signal, il est appelé x de t, x de tk. Alors tk, c'est le temps, qui va être relié au temps discret k. Donc on va voir tk est égal à k fois delta. Alors souvent tk, on va l'appeler t. Il va être directement relié à k. Bon, on n'a pas besoin de mettre systématiquement l'indice t, indice k. Alors, la variance de x de tk, elle est notée sigma x au carré. Alors il faut savoir que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc sigma x correspond à l'écart type. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un bruit brownien? Un bruit brownien, c'est l'intégrale d'un bruit blanc. Alors ici, dans cette expression-là, l'intégrale devient la somme puisqu'on est en temps discret. Et bon, à temps continu, les choses sont beaucoup plus compliquées. On est obligé de faire intervenir des- de la théorie des distributions. La plupart du temps, pour l'ingénieur, euh, le signal à temps discret suffit et l'intégrale devient une somme. Donc y de tk, je vais dire que c'est delta, alors c'est la période d'échantillonnage multipliée par cette somme qui correspond à l'intégrale. Alors ce qu'on vous demande, c'est de calculer en fonction du temps la variance du signal Y. Puis ensuite d'étudier ce qui se passe. Alors je vais faire ça. Alors qu'est-ce qu'il faut noter tout d'abord? On avait l'instant tk, tk ou t est égal à k fois delta. Delta l'instant d'échantillonnage, k le temps discret, t le temps continu. Et puis on vous a dit aussi que y de t c'est égal à delta multiplié par la somme pour i allant de 0 jusqu'à k de x de tk. Donc x de tk est un bruit blanc, y est un brownien. Alors bon, je vais essayer d'enlever le tk, bon, le t. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut rappeler? Déjà, si j'ai a et b, alors si a et b, alors je vais le rappeler, si a et b sont indépendants ou non corrélés, c'est bon, indépendant. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va avoir euh, sigma carré de a plus b. Donc a et b, c'est deux variables aléatoires. S'ils sont indépendants, déjà, je sais que la densité de probabilité pour le couple AB, donc AB, par définition de l'indépendance, c'est pi de A multiplié par la densité de probabilité pi de B. Donc ça, c'est la loi marginale pour A, la loi marginale pour B, et celui-là, c'est ce qu'on appelle la loi jointe. Bon, peu importe. Euh, Ici, je vais rappeler que ça, c'est égal par définition à l'espérance de A plus B au carré, par définition de la covariance, de la variance. Donc ça va être égal à l'espérance. Alors, je développe le produit. Ça va être l'espérance de, alors, A au carré plus B au carré
plus 2a fois b. Alors, comme l'espérance est linéaire, je peux dire que ça c'est égal à l'espérance de a au carré plus l'espérance de b au carré plus 2 fois l'espérance de a fois b. Or, a et b sont... alors, on va supposer ici qu'ils sont centrés. Parce que nous, on va être x est centré, donc ici, je vais rajouter centré. Si je dis centré, ça veut dire que les, bon, est-ce que j'ai oui, l'espérance de a fois b, c'est forcément égal à 0. Ça correspond en effet à la corrélation entre les deux. Donc ici, ça va correspondre à la variance de a. Et puis ici, ça correspond à la variance de b au carré. Donc ce qu'on remarque, c'est que les variances s'additionnent. Sigma, la variance de a plus b, c'est égal à la variance de a plus la variance de b. Voilà une formule qu'on va devoir utiliser par la suite. De même, si jamais je prends alpha, bon, alpha qui est un réel, je vais avoir sigma de alpha fois a. Ça va être égal à l'espérance de alpha fois a au carré. Attention, carré ici, c'est la variance, et non pas l'écart type. Ça va être égal à alpha au carré multiplié par l'espérance de a au carré, ce qui est égal, j'en déduis donc, de même que tout à l'heure, que la variance de alpha fois a est égale à alpha carré multiplié par la variance de a. Donc voilà, c'est des relations qui sont connues, à connaître par cœur. Lorsqu'on fait des probabilités, les variances s'additionnent, et si je multiplie euh, par 2 cette variable aléatoire, ben la variance est multipliée par 4. Voilà ce qu'il faut savoir. Alors maintenant, je vais appliquer ça à mon signal. Mon signal, il est écrit là-haut. Je vais revenir là-haut. Alors, je reviens en noir. J'en déduis ici que dans ce signal-là, alors ici j'ai la somme de deux signaux aléatoires, enfin excusez-moi, de variables aléatoires qui sont x de k, mais celui-là a une variance constante puisque c'est un bruit stationnaire, donc ça veut dire qu'en fonction du temps, le, le bruit la variance ne change pas. Donc ici je vais avoir sigma carré de x. Voilà ce que je connais sur cette variable aléatoire. Donc, si je regarde la variance de y à l'instant t, de y à l'instant t. Alors, pour avoir la variance, je mets un carré. Alors, déjà, du fait de la relation qui est ici, j'en déduis que c'est égal à delta carré multiplié par la variance de cette somme. Or, donc cette somme, c'est aussi une variable aléatoire. Or, je sais que la variance d'une somme, c'est égal à la somme des variances. Donc ici, j'en déduis que c'est égal à la somme de i égale 0 jusqu'à k de sigma carré de x.
à l'instant t. Or, le signal est stationnaire, c'est-à-dire que la variance ne change pas dans le temps, ça veut dire que je ne dépends pas de x, de t. Et ça veut dire que cette quantité-là, bon, c'est égal à bon, k. Bon, normalement, ça devrait être k plus 1. J'aurais peut-être dû mettre un moins 1 là. Bon, je vais changer un petit peu. Bon, moins 1. Hop. Je triche un peu, mais ça ne change pas grand-chose, puisque ce qui va nous intéresser, c'est le comportement à l'infini. Donc, ici, ça va être égal à k fois sigma carré x. Voilà. Donc, alors, je viens de démontrer la chose suivante. Alors, je décale un peu ça. Hop, je viens de démontrer que sigma carré de y à l'instant t, c'est égal, alors, comme delta fois k. Alors, je l'avais écrit précédemment, mais delta fois k, c'était égal, alors je vais le renoter ici, hein, puisqu'il était complètement à droite. Je rappelle que t est égal à k fois delta. Donc, un delta ici multiplié par un k qui est ici, donc il va nous rester un seul delta. Et le delta fois k, ça va correspondre à t, multiplié par t, multiplié par sigma x au carré. Voilà, je viens de démontrer cette formule-là. Alors ici, je dépends du temps, donc je vais pouvoir noter ça sous la forme suivante. Que l'écart type, alors là je mets l'écart type pour éviter le carré, de y qui lui va dépendre de t, est égal à racine de delta multiplié par la racine de t multiplié par l'écart type de x. Alors on demande d'observer comment cet écart type, sigma y, évolue en fonction de delta et aussi en fonction de tk. On va essayer d'en déduire des choses et d'illustrer par une simulation MATLAB. Alors si je reviens à mes formules, je remarque que lorsque t augmente, ben la variance de cette intégrale, de ce brownien, augmente aussi en fonction de racine de t. Donc il augmente beaucoup au départ, et puis il augmente de moins en moins, parce que racine de t, ben il augmente de moins en moins. Et de même, plus j'échantillonne, et plus j'échantillonne fin, et plus cette somme a tendance à avoir un écart type faible. Donc c'est ce qui signifie que c'est le principe de la marche aléatoire. Ça signifie que les, les erreurs sur x se compensent. Enfin, les signaux, enfin les variables aléatoires pour x à différents instants ont tendance à se compenser. Et c'est ce qu'on va observer, maintenant. Alors, je vais sous MATLAB et je crée un programme qui s'appelle brownien. Je mets tout dans une fonction, puis je vais commencer à essayer de alors, je vais créer un signal aléatoire. Je vais faire x égale un, un bruit blanc. Donc je vais faire random. Pour qu'il soit gaussien, je mets un normal, n. Et puis je vais aller de 1 jusqu'à, mettons, t max. Et je vais prendre t max égale 100. Alors voilà. Ensuite,
Oui, je vais mettre une virgule. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais essayer de le tracer. Alors pour le tracer, je vais faire plot de euh, plot de x. Alors je vais peut-être mettre des points pour le tracer. Alors j'exécute. Et voilà ce que j'obtiens. Alors là, on observe un bruit blanc type et on voit qu'il est centré. Il est gaussien. Alors je vais peut-être prendre plus d'échantillons. 1000. Hop. Alors, voilà ce que j'obtiens. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que pour différents échantillons, il n'y a pas de continuité dans ces signaux lorsqu'ils sont blancs. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune corrélation entre un échantillon et son suivant. Alors, si j'augmente encore le nombre, par exemple, je fais passer à 10 000, je relance, j'observe quelque chose comme ça et on voit bien qu'il y a une structure gaussienne, je suis bien centré, et la probabilité d'être très au-dessus ou très en dessous devient de plus en plus rare. Donc ça, c'est un bruit blanc. Le brownien, il ne va pas être tout à fait comme ça, donc pour créer un brownien, il va falloir que je fasse la somme de tout ça, l'intégrale de tout ça. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, je vais créer une fonction, ici, qui va me calculer cette intégrale. Alors je vais l'appeler function. Cette fonction va me ressortir, alors, bon, t, x et y. Bon, elle va me sortir, alors x, t, ça va correspondre à mes instants. X, mon bruit blanc, et y, mon bruit brownien. Égal simu, alors c'est ce qui va me générer ça. Je vais rentrer delta. Donc je suis en train de programmer la somme qui est dans l'exercice. Je vais rentrer sigma x et je vais rentrer bon, tmax. Ici, end. Je vais donc l'appeler un peu plus loin, bon, cette fonction. Alors, bon, je verrai plus loin à quel moment je l'appelle. Ça, je vais le récupérer à ce moment-là. Voilà. Hop. Alors, je vais faire t égale, il va de 0, avec un pas de delta, et il va jusqu'à tmax. Voilà pour t. Ensuite, je vais avoir ben, alors kmax, c'est égal, ben, ça va être la taille len, euh, du vecteur t. Voilà. Ensuite, je vais faire x. Mon signal x, c'est celui qui est là. Et ben, ça va être sigma x multiplié. Alors pourquoi sigma x? Parce que ça correspond à l'écart type. Multiplié par random qui va de 1, alors là jusqu'à kmax, pour qu'il ait la même taille que t. Et puis y, ça va être la somme. Alors pour l'instant, y, je vais l'initialiser, je vais dire que c'est 0 fois x. Alors ça me permet de réserver la taille mémoire, parce que sinon MATLAB n'aime pas quand on vient accumuler dans un vecteur les échantillons qu'on a calculés. Donc ici, je réserve la mémoire. Puis ensuite, je vais faire for k allant de 1 jusqu'à k max moins 1. Je vais faire y de k plus 1 égale, alors là je fais la somme, y de k plus delta multiplié par x de k. Donc je l'ai codé de façon récursive. End. Et ici je ferme ma fonction.
Voilà pour le calcul de x et de y. Maintenant, alors dans mon programme principal, je vais initialiser en appelant init. Alors ça c'est juste pour avoir une fenêtre grande. Je vais faire, il est facultatif le init, hein, je suis pas obligé de le mettre. Hold on. Axis. Alors pour le axis, mon temps va aller de 0, 0 Tmin Tmax, voilà. Et puis je vais prendre par exemple moins 7 jusqu'à 7, et puis j'agrandirai si c'est trop petit. Ensuite ici je vais faire par exemple delta égale 0,1. Et je vais récupérer ce signal-là. Enfin, voilà. Donc, euh, alors, je vais ici, pour la variance, je vais prendre 1. Je vais prendre 100. 100 pour le Tmax. Donc, ça va me faire 1000 échantillons. Ensuite, je vais dessiner Tx. Et puis, je vais prendre une couleur, par exemple, le dessiner en noir. Black. Je vais mettre des points-virgules pour éviter qu'il m'affiche ces quantités-là. Je lance. Alors là, je vois clairement mon... hop, excusez-moi. Je vois clairement un signal qui a un bruit blanc ici. Donc, je vais maintenant afficher le brownien associé en rouge. Et on voit bien que le brownien, il est plus continu. Donc là, en rouge, on a typiquement un brownien. Alors, plus j'augmente le nombre d'échantillons, alors c'est ce qu'on va voir ici, quand on va changer delta, voilà ce qui va se passer. Alors, plus je prends d'échantillons, alors je prends ici, donc delta est plus grand, ben, ce qui devrait se passer, enfin est plus petit, ce qui devrait se passer d'après la formule qui est là, en rouge, c'est que lorsque je diminue delta, ben, je vais aussi diminuer, en fonction de la racine carrée bien sûr, je vais diminuer cette variance. Donc le signal en question devrait converger lentement vers 0, mais augmenter en fonction de racine de t. Alors, je prends ici, alors je vais prendre plusieurs delta directs. Alors si je relance ici, je vais me rendre compte en effet du phénomène, le signal il est un peu plus écrasé. Et au début il est proche de 0 et il s'éloigne peu à peu de 0. Mais ici on ne voit pas trop le phénomène en racine de t parce qu'on n'a pas pris assez de signaux. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Alors je vais peut-être en prendre, allez, 0,01 pour accentuer le phénomène. Je lance. Et là on voit bien qu'on est proche de 0. C'est bien du fait que si je me place à un instant t, la somme des échantillons qui précèdent se sont beaucoup plus compensés, d'autant plus qu'ils sont nombreux. Alors, pour bien voir le phénomène, ici, je vais prendre plusieurs signaux. Donc je vais faire for, je vais prendre, mettons, une centaine de signaux. I égale 1 jusqu'à... Alors c'est pour voir le phénomène en racine carrée. Alors ici, bon, je vais prendre un pas plus faible, 0,1 pour commencer. Je simule. Euh, en allant de 1 jusqu'à 100. Je vais tracer. Bon, celui-là, je vais peut-être pas le tracer.
parce que tout va superposer. End. Je lance. Alors on voit bien le phénomène en racine carrée. Alors on voit que lorsque le temps avance, alors on reconnaît ici une sorte de racine carrée au niveau de l'enveloppe. Alors voilà, je suis en train de la dessiner avec la souris. C'est-à-dire que plus j'augmente dans le temps, et plus la variance de la somme devient grande. Mais cette variance, ou cet écart-type, euh, augmente en racine carrée. Donc ici, je suis bien proche de 0. Ensuite, ce qu'on va observer, c'est lorsqu'on va augmenter, lorsqu'on va diminuer le delta, on va voir que cette variance va diminuer, comme c'est prédit par la formule. Alors ici, je vais prendre par exemple 0,01. Je le relance. On voit à nouveau l'évolution en racine carrée en fonction du temps, mais on se rend compte que toutes ces courbes ont diminué en variance. Je vais prendre quelque chose d'encore plus faible. Je le lance. Alors là, il met du temps à calculer. Et on voit en effet qu'on s'est encore écrasé. Alors ça répond à cette question où on a validé cette formule qu'on a démontrée. Alors, celle qu'on a démontrée ici, on l'a validée par simulation. On voudrait étudier quelle valeur pour delta x, enfin pour sigma x, donc l'écart type qu'il va nous falloir prendre pour x, euh, de façon à avoir la variance du brownien qui reste inchangée. Donc on revient à cette formule-là, et ce qu'on souhaite, c'est que lorsqu'on change cette quantité-là, la période d'échantillonnage, on ne change pas les propriétés statistiques du brownien. Donc dans ce cas-là, on se rend bien compte, bien sûr, la dépendance en t, on ne peut pas la changer. Forcément, le brownien va avoir une variance qui va dépendre de racine de t, enfin son écart type. En revanche, je veux que le produit, alors le produit de ces deux quantités-là soit une constante. Donc je veux par exemple, si je prends delta égale 1, enfin, je veux que racine de delta multiplié par racine par l'écart type suivant x soit égal à une constante, par exemple égal à 1. Donc c'est ça que je veux. Donc forcément, sigma x doit être égal à 1 sur racine de delta. Et c'est ça que je vais implémenter sous MATLAB. Alors je reviens à mon programme, que voilà. Alors je vais commencer par delta égale 1. Ici j'ai un signal, alors je vais peut-être garder non peut-être pas. Voilà, je lance et voilà ce que j'ai au début. Bon, en rouge, je vois mon mouvement, mon brownien qui évidemment, on devine à peine la continuité parce que j'ai échantillonné. Alors la continuité on la devine un petit peu mais elle est assez faible. Hein. Non, l'instant d'échantillonnage est trop grand. Par contre, euh, alors je vais fermer ça puis je vais prendre une... bon, je vais prendre par exemple moins 20 jusqu'à 20. Je le relance. Voilà. Donc voilà le, le brownien initial. Alors maintenant, si je ne veux pas que ça change ici, je vais être obligé de... donc lorsque je change delta, on l'a déjà vu tout à l'heure, par exemple si je mets 0,01, on voit que ça s'écrase. Alors je le relance à nouveau, voilà, on voit que ça s'écrase. Donc ça, on ne veut pas de ça. Alors ce qu'on vient de voir, c'est que, par exemple, je prends 0,1, il faut diviser ici sigma x par racine de delta. Donc SQRT de delta. Et si on fait ça, on vient de montrer que les propriétés statistiques vont rester les mêmes pour le brownien. Je lance. Alors voilà ce qu'on observe.
donc ce qui est cohérent avec le résultat précédent, et on va plus avoir ce phénomène d'écrasement. Je rajoute un 0. Bien sûr, on est de plus en plus continu, mais la variance est toujours la même. Alors là, j'augmente encore, je le relance à nouveau. Alors là, il met du temps à calculer, bien évidemment, mais voilà, on a les mêmes propriétés statistiques. Donc, c'est important de savoir que lorsqu'on va simuler des systèmes comme des robots qui, eux, évoluent dans le temps de façon continue, à un moment ou à un autre, il va nous falloir échantillonner. Cet échantillonnage dépend de la puissance de l'ordinateur. Et euh, donc, lorsqu'on va essayer de générer les bruits, euh, on va prendre cela en compte, cette période d'échantillonnage, et toujours essayer de multiplier, de mettre un coefficient multiplicateur en 1 sur racine carrée de delta. Autre chose qu'on peut observer, c'est qu'en effet, on a été obligé de changer ce delta x euh, pour éviter le phénomène de compensation. Donc, ce qui signifie que plus on échantillonne fin, et plus la somme des échantillons va tendre vers 0. Et on peut compenser ça en rajoutant de la puissance au bruit blanc. Et lorsque delta va tendre vers l'infini, on va avoir un bruit blanc continu, et la puissance qu'il va falloir donner à ce bruit blanc sera égale à l'infini. Donc, une chose qu'on entend souvent en traitement du signal et qui n'est peut-être pas facile à comprendre, c'est que la puissance d'un bruit blanc continu est forcément égale à l'infini, parce que si ça n'était pas le cas, eh ben, le bruit blanc n'aurait aucune influence sur le système physique.